Bonjour, bienvenue à cette deuxième conférence du Salon de l'immobilier neuf. L'annonce vous disait que vous pouvez acheter un logement neuf moins cher. C'est vrai. C'est vrai parce que vous avez toute une série de dispositifs qui ont été mis en place. Excusez-moi, je ne me suis pas présenté, je suis Pierre Chevinière, je suis rédacteur en chef de PAP du site immo9.com. Donc oui, je vous disais que les pouvoirs publics ont mis en place toute une série de systèmes qui vous permet de devenir propriétaire en payant votre logement moins cher dans le cadre de dispositifs qui sont sécurisés. Vous l'avez sans doute vu sur les thèmes de la conférence, on a la location-accession, la TVA à 5,5, habituellement la TVA est à 20% sur un programme neuf. Là, vous pouvez acheter avec une réduction de 15% pratiquement. Et puis, vous avez le dernier système innovant qui est le bail réel solidaire, qui est assez novateur, puisque là, on va séparer le prix du terrain de celui de la construction. Donc, tous ces dispositifs sont assortis de conditions à remplir pour pouvoir en bénéficier. Et pour détailler tout ça, nous avons donc trois spécialistes de ces formules, avec Cécile Hagman, qui est directrice générale de la coop foncière. C'est ça. Vous pouvez. Voilà. Bonjour. Merci. Vincent Laurier, qui est directeur de la Fédération des coop HLM. Et Patrick Repère, qui est directeur général de Séquence Accession. C'est ça, Patrick? C'est ça. Bonjour. Voilà. Et donc, je vais leur poser toute une série de questions pour cadrer les choses, vous les présenter. Et puis, ensuite, il y aura une deuxième séquence où là, un micro circulera dans la salle et vous pourrez poser toutes vos questions. Donc, nos interlocuteurs, nos intervenants sont à votre disposition. Donc, je vous le disais, ces dispositifs sont des dispositifs qui, pour le coup, sont vraiment intéressants. C'est tous que le prix du neuf est assez cher. En moyenne nationale, on doit être à 4 700, 4 800. En Ile-de-France, on est à 5 500. Donc, ça veut dire que pour une famille qui veut 100 mètres carrés dans un logement neuf, en moyenne, en Ile-de-France, il faut dépenser 500 000 euros. C'est beaucoup, 500 000 euros. 500 000 euros, c'est à peu près, il faut, avec un peu d'apport personnel, c'est 2 500 euros par mois. Donc ça veut dire que la famille, elle doit quand même gagner 8 000 euros. Enfin, moi, je ne gagne pas 8 000 euros par mois. Donc, on va commencer par la location-accession avec vous, Vincent. Donc, Cécile, vous préfériez... Ok, c'est Vincent qui démarre. Donc, la location-accession. Location-accession. On commence par louer et après on achète? C'est exactement ça. La location-accession, c'est une formule assez simple qui existe en fait depuis maintenant... plus de 30 ans, mais qui a été rénové il y a une quinzaine d'années par les pouvoirs publics pour permettre à des ménages à revenus modestes de s'inscrire dans un parcours d'accession à la propriété sécurisé et encadré. Donc la location-accession, c'est un dispositif qui aujourd'hui est mis en œuvre principalement dans le neuf, même si les textes ont évolué et qu'on peut le faire dans l'ancien. Aujourd'hui, il n'y a pas encore d'opération concrète en la matière. C'est dans le neuf la possibilité d'acheter un logement neuf, de qualité, dans des conditions encadrées, et donc de passer par cette première phase dite locative, mais qui est un peu impropre parce qu'on n'est pas locataire, on occupe son logement. Juridiquement, on dit qu'on a la jouissance de son logement pendant une durée qui est prévue par le contrat, qui est minimum de 6 mois, qui peut aller jusqu'à 2 ans, 3 ans, en fonction de ce qui est inscrit dans votre contrat de location-accession. Et puis, au moment où vous le souhaitez, vous allez lever l'option d'achat et donc être pleinement propriétaire de votre logement. Ce dispositif, pour en bénéficier, il faut répondre à un certain nombre de critères. Le premier critère, c'est la question des revenus, puisque ce dispositif permet d'accéder à un certain nombre d'avantages. Donc, il faut justifier de plafonds de revenus. C'est les plafonds de revenus de l'année N-2 au moment de la signature du contrat de location-accession. Et puis, il faut s'engager, évidemment, à occuper son logement à titre de résidence principale, puisque c'est l'objectif, permettre l'accession à la propriété de ménages à revenus plafonnés. En contrepartie, il y a un certain nombre d'avantages. C'est de bénéficier d'une TVA à taux réduit. Donc, vous gagnez déjà 15 points de base par rapport au prix d'acquisition d'un logement neuf classique. Par ailleurs, ces logements eux-mêmes respectent un plafond de prix. Et puis, vous pouvez bénéficier également d'une exonération de la taxe foncière pendant 15 ans. La taxe foncière, ça peut être sur certaines communes un montant relativement important qui peut représenter entre 1 à 2 mois de mensualité. Pardonnez-moi de vous interrompre, parce que vous parlez de revenus plafonnés. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple pour qu'on puisse bien se rendre compte que si c'est accessible au plus grand nombre ou pas? Alors, en fait, ces plafonds vont dépendre de la composition familiale et de la commune dans laquelle vous allez acheter. Et donc, vous avez un barème qui existe, qui est effectivement disponible dans le guide de l'accession qui est distribué sur le stand de la Fédération des coopératives HLM. C'est le revenu fiscal de référence de l'année N-2, et on l'a sur la plaquette, merci.
Et donc, par exemple, pour un couple avec un enfant, en zone A, on va être à 53 440 € de revenu fiscal de référence de l'année N-2. Oui, ça veut dire que c'est quand même ouvert à beaucoup de gens, finalement. Donc, c'est quand même relativement ouvert. Effectivement, c'est un produit qui est à la fois social, mais qui peut répondre à beaucoup de personnes. D'autant plus qu'effectivement, on est sur l'année N-2, on peut connaître des évolutions de revenus qui, il y a 2 années, font qu'on a des revenus moins élevés que ceux qu'on peut connaître au moment d'acquisition réelle. Et si on ne veut pas acheter, on peut rester dans le logement, on peut rester locataire? Alors, le principe, c'est effectivement une location à l'essai, enfin une accession à l'essai. En même temps, dans le processus d'acquisition, l'opérateur qui va vous vendre le logement va vérifier avec vous, vous avez la capacité d'acheter, même si vous êtes dans un premier temps locataire. C'est pour ça qu'il y a une analyse de votre situation financière et que souvent un établissement bancaire va avoir un regard sur votre finançabilité, c'est un peu un mot pas très agréable, mais pour vérifier s'il peut vous financer. Et d'ailleurs, au moment de la levée d'option, votre opérateur a souvent des partenariats bancaires qui vont pouvoir être mobilisés pour mettre en place votre plan de financement. Néanmoins, si vous connaissez des aléas de revenus ou si vous ne souhaitez pas aller jusqu'au bout, c'est tout à fait possible. Vous pouvez interrompre cette phase locative, auquel cas vous quittez votre logement. Et si vous êtes dans une situation plus compliquée qui fait qu'au terme de la phase locative prévue dans votre contrat, qui peut donc aller jusqu'à 2 à 4 ans, si vous n'êtes pas en situation de lever l'option en raison de la baisse de vos revenus, vous pouvez, si vous le souhaitez, demander à votre opérateur de vous reloger dans un statut de locataire, soit dans le logement que vous avez occupé, soit dans un autre logement. C'est ce qu'on appelle la garantie de rachat, qui est prévue à ce moment-là. C'est quand même très sécurisé. C'est extrêmement sécurisé. C'est d'autant plus sécurisé qu'une fois que vous avez levé l'option d'achat, l'histoire n'est pas finie, puisque votre opérateur s'engage pour encore 15 ans à vous assurer une garantie de rachat à un prix convenu d'avance et éventuellement une garantie de relogement. Ça veut dire que si vous connaissez des difficultés personnelles ou professionnelles, et si la simple revente de votre logement sur le marché ne vous permet pas de sortir de la difficulté que vous connaissez, vous pouvez retourner vers votre opérateur qui peut, à ce moment-là, venir vous aider par cette clause de rachat ou par cette clause de relogement. Et donc, vous disiez que c'est vous qui accompagnez l'acquéreur en location-accession pour les financements. Toutes les banques financent ça? Il y a des critères de crédit particuliers pour avoir le crédit? Alors aujourd'hui, c'est un produit qui est très bien appréhendé par les établissements bancaires. Il n'y a pas de difficulté particulière pour analyser le risque et financer ce type d'opération. Simplement, la banque, elle va faire ce qu'elle sait faire pour tout type d'opération, analyser votre solvabilité, vos revenus, votre capacité d'absorber une mensualité avec cette fameuse règle des 30% de taux d'effort. Donc, elle va avoir une approche assez classique de ce type d'opération et intégrer également les clauses de sécurisation qui sont pour elle aussi assez protectrices. Cette garantie de rachat et de relogement, elle assure à la banque que, en fait, elle n'aura pas de difficulté éventuellement à récupérer sa créance. Et puis par ailleurs, et ça c'est plus conjoncturel, il y a des dispositifs de financement complémentaires. Je citerai par exemple la prime accession que Action Logement a mis en place il y a quelques mois et pour encore toute l'année 2022, qui est une prime de 10 000 € qui vient conforter l'apport personnel des clients de l'accession sociale à la propriété. Et puis, vous pouvez avoir d'autres dispositifs liés à votre employeur ou au secteur dans lequel vous êtes qui peuvent aussi venir conforter votre financement. Et on peut avoir un PTZ en location-accession, par exemple? On peut tout à fait avoir un prêt à taux zéro si on peut y prétendre, c'est-à-dire si on est primo-accédant, donc on n'a pas été propriétaire dans les 2 années qui précèdent la demande de financement, on peut tout à fait avoir ce prêt à taux zéro. D'accord, donc c'est-à-dire qu'on a une phase de location, une phase d'achat, c'est avantageux, et derrière, on peut bénéficier de tout l'écosystème d'aide au logement qui est mis en place pour les accédants à la propriété. Exactement, c'est une accession tout à fait classique de ce point de vue-là. On peut mobiliser un prêt à taux zéro, un prêt conventionné, un prêt Action Logement. Dès lors qu'on rentre dans les critères de ces différents types de financement, on peut les mobiliser pour financer sa levée d'option. Il y a beaucoup d'opérations de location-accession sur le marché? Alors aujourd'hui, au niveau national, il y a à peu près 4000 logements neufs qui sont vendus en location-accession. Et sur l'Île-de-France, on doit être à peu près à 500 par an. D'accord. Mais ce serait bien s'il y en avait plus, en fait. Bien sûr. Alors ces opérations sont mises en œuvre par des opérateurs d'intérêt général, principalement des opérateurs HLM, dont la vocation est de développer des opérations d'accession sociale à la propriété. On aimerait bien en faire évidemment beaucoup plus, mais on est confronté, comme tous les autres opérateurs immobiliers, aux difficultés d'accès au foncier, la question de l'inflation des coûts de construction. Et donc tout ça nous empêche d'en faire plus. D'accord. Merci beaucoup.
Cécile, vous nous parlez de cette façon innovante d'acheter où on sépare le prix du logement de celui du terrain. Ça s'appelle le bail réel solidaire. En gros, comment ça fonctionne ? Effectivement, c'est un mécanisme de dissociation donc de foncier et du bâti qui fait qu'un organisme de foncier solidaire, comme la coopérative foncière que je représente, se porte acquéreur du foncier et met en construction sur ces fonciers des logements qui seront cédés en bail réel solidaire. Et donc les ménages acquéreurs se portent acquéreurs de la valeur du bien à hauteur du prix de construction et se trouvent en situation de louer leur foncier à la COP foncière. Donc l'intérêt du dispositif, comme le disait juste avant Vincent Lourier, c'est que dans un marché extrêmement tendu où il y a peu de foncier et où les prix du foncier sont extrêmement élevés, sortir le prix du foncier du coût d'acquisition du logement permet, en plus du bénéfice de la TVA à 5,5, donc du différentiel de TVA, de diminuer assez substantiellement le prix de vente des logements. Et quand vous dites substantiellement, c'est 20, 30, 40 ? C'est alors dans ce que nous constatons sur les opérations que nous avons déjà engagées à la COP foncière, on est entre 25 et 40% de décote. On peut avoir des opérations qui vont un petit peu au-delà quand les fonciers sont effectivement très élevés. Et les conditions pour y accéder, il faut aussi des plafonds de ressources, par exemple Alors, l'accession sociale, en fait, c'est exactement ce qu'a dit Vincent. Donc, c'est sous plafond de ressources. Non, avec. C'est bon à savoir. Oui, je pense que Patrick répétera également, mais on est effectivement sous plafond de ressources avec ces plafonds dont parlait tout à l'heure Vincent. Donc, voilà, moi, j'avais fait un peu le calcul pour un ménage avec une famille avec 2 enfants ou un ménage de 4 personnes, et on était en gros à 60 000 euros par an en cœur d'agglomération, ce qui effectivement laisse quand même un champ assez ouvert aux ménages franciliens. On a une obligation d'être propriétaire occupant, ce qui est une deuxième condition importante. La condition un peu supplémentaire du bail réel solidaire, c'est que la revente est encadrée, c'est-à-dire que on achète le logement moins cher et le premier acquéreur, contrairement à d'autres dispositifs, ne peut pas en fait revendre au prix du marché. Il doit revendre en appliquant une évolution du coût de la construction, donc finalement une évolution assez naturelle du prix du logement, mais en partant de son prix de départ. Donc il y a un encadrement du prix de revente. Oui, parce que l'idée, c'est pas parce qu'on vous propose de faire entre guillemets une bonne affaire que derrière il faut faire un bénéfice dessus. C'est pas très moral en fait. C'est ça le. C'est même au-delà d'une question de moralité. Effectivement, ça permet de construire un parc de logements en accession à la propriété qui est en dessous des prix du marché aujourd'hui et puis qui dans 20 ans restera un parc en accession à la propriété en dessous des prix du marché. Donc ça permet surtout de créer une poche de parc pérenne et accessible. Et le loyer pour le terrain, j'imagine que pour les acquéreurs puissent garder des moyens financiers, le loyer il ne doit pas être très très élevé. Vous pouvez nous donner une petite idée à peu près Les redevances, nous on appelle ça une redevance dans notre vocabulaire. Et donc la redevance, en fait, elle va dépendre, dans le modèle de la COP foncière, en tout cas, elle dépend directement du prix du foncier, puisqu'on est un dispositif non subventionné. Donc on a notre redevance moyenne aujourd'hui, sur les 900 logements qu'on a engagés, est de l'ordre de 2,35 € par mètre carré par mois. D'accord. Donc, ce qui fait, et puis on a un volant de redevance, ça peut être aux alentours d'1,50 € et puis ça peut monter jusqu'à 3 €. Ça va vraiment dépendre du foncier et de la localisation. Et on a des systèmes de sécurisation comme en location-accession ? Alors on a exactement les mêmes systèmes de sécurisation. Alors à la COP foncière, on intervient uniquement avec des opérateurs HLM, donc des opérateurs d'accession sociale à la propriété qui mettent en place les mécanismes que vous a présenté Vincent Lourier juste avant. Clause de rachat, clause de relogement, merci. Et puis l'organisme de foncier solidaire est lui-même redevable de clauses. Donc ça veut dire que le premier ménage est sécurisé, mais les ménages suivants, ceux qui achèteront dans plusieurs années, continueront de bénéficier de cette clause de rachat. D'accord. Et là encore, on a droit à toutes les aides à l'accession, le PTZ, les systèmes d'action logement. Tout à fait, les mêmes. D'accord. Non, mais c'est intéressant parce qu'on devient quand même propriétaire pour 30% en dessous du prix du marché sur un logement neuf qui est aux dernières normes. Enfin, on parlera peut-être un petit peu tout à l'heure des qualités parce que ce sont des logements neufs comme les autres en fait finalement. Ah oui, effectivement, c'est pas parce qu'on vend un logement moins cher qu'on a un logement d'une qualité dégradée. C'est effectivement le mécanisme qu'on vous a expliqué, enfin le mécanisme de fiscalisation et puis un mécanisme de dissociation des coûts qui permet que le logement soit moins cher. D'accord. Merci beaucoup. Alors, le troisième dispositif, Patrick, la TVA à 5,5. On peut vraiment faire 15% d'économie sur... Oui, on peut, mais il y a une condition à respecter. C'est ce que mes deux collègues ont évoqué, c'est les plafonds de ressources. Il faut pouvoir respecter les plafonds de ressources. Et à partir de là, on est éligible à une TVA 5,5. Alors,
selon 3 volets. Les 2 volets qui ont été évoqués, c'est-à-dire des produits spécifiques d'accession sociale. D'accord. Donc le PSLA, le BRS donnent de droit cette éligibilité-là. Mais vous pouvez aussi bénéficier de la TVA 5.5 dans un autre cas de figure, toujours en respectant les plafonds de ressources. C'est ce qu'on appelle les zones dédiées à la TVA 5.5, c'est-à-dire tous les territoires qui sont situés dans des périmètres en rue ou dans des périmètres QPV. Alors c'est un peu barbare, hein, l'ANRU, donc c'est les opérations de renouvellement urbain. Les QPV, c'est les quartiers prioritaires de la ville. L'idée, c'est que ça permette, dans ces quartiers qui sont des quartiers originellement très sociaux ou sociaux, de donner la possibilité à nos locataires de devenir propriétaires. Et c'est un objectif également de mixité sociale. C'est en favorisant cette TVA réduite et donc un prix de vente inférieur, c'est de favoriser la venue de nouveaux ménages extérieurs au quartier qui bénéficient, sous conditions de plafond de ressources toujours, d'un produit intéressant d'un point de vue du prix. Et les plafonds de ressources sont à peu près les mêmes que ceux qu'on a évoqués? Ce sont les mêmes. Toujours pareil, en fonction de la zone et de la composition familiale. Sur... Mais on l'a dit, et c'est un peu d'ailleurs comme en matière de logements locatifs sociaux, on pense toujours que c'est réservé qu'à une fraction assez faible de la population. Et en fait, non, beaucoup d'entre nous peuvent bénéficier, à travers ces plafonds de ressources, de cet effet TVA 5.5. D'accord. Et on peut... Comment dire, la revente, là aussi, est encadrée, parce que si on se retrouve dans le même cas de figure, on a une TVA réduite, donc on peut, voilà, sur un logement neuf qui est performant, on peut faire une très grosse plus-value avec une certaine façon de l'argent public. Oui, alors, la revente, là encore, dépend du produit. On l'a vu tout à l'heure, elle est limitée en matière de BRS, elle ne l'est pas en matière PSLA au bout d'un certain temps. Normalement, non, sur la partie QPV en rue, sur l'effet TVA 5.5, je crois qu'il y a un délai de 5 ans à tenir, et au bout de 5 ans, on fait ce que l'on veut. Et on revend, alors, tout à fait. On revend tout à fait. Donc là aussi, c'est une Absolument. façon de constituer un patrimoine, bien sûr, de sécuriser la famille, parce que ça marche. Côté financement, là aussi, ça marche de la même façon. On a des c'est exactement la même chose. accession. C'est ça. Et par rapport à ce que vous disiez et la remarque de Cécile, c'est pas parce qu'on bénéficie d'une TVA 5.5, c'est pas parce qu'on construit dans les quartiers entre guillemets plus populaires que la qualité des bâtiments s'en ressent. J'allais dire même bien au contraire. Et c'est une question que je ne vais pas poser, mais vos systèmes là aussi fonctionnent bien. Il y en a sur la façon de vendre. Est-ce qu'il y a, ça rencontre l'engouement du public pour Nous, on fait les 3. On a des opérations parce qu'on est très présent dans les quartiers en rue. Donc, généralement, c'est les quartiers en plus qu'on a complètement refait. Oui. Donc, c'est des quartiers qui ont une nouvelle vie et donc on a des opérations à Épinay, à Fos ou à Villeneuve-Labelle en ce moment. On fait des opérations en PSLA, à Noisy-le-Grand, et on fait des opérations en BRS où nous, on est même au-delà, puisqu'on est pratiquement 50%. Parce que la commune a joué le jeu, en plus, avec un foncier qu'elle a abondé. Donc on a l'effet foncier, l'effet TVA 5.5 et l'effet BRS, et on arrive à vendre à 4 000 €, là où le promoteur qui construit l'immeuble à côté de nous est à plus de 8 000 €. D'accord. Et c'est une question que je ne peux pas poser, parce que c'est vrai que le BRS, c'est quand même assez innovant. Ça rebute les gens, et finalement, je ne suis pas vraiment propriétaire. Non, ils ne sont pas vraiment propriétaires. Ils sont vraiment propriétaires au quotidien, en fait. Ouais. Hein, il faut aussi se projeter par-delà l'acte chez le notaire. Et au quotidien, ils sont dans l'AG de copropriété, ils prennent toutes les décisions et ils ont toutes les capacités à faire et à intervenir sur leur logement comme n'importe quel propriétaire. Donc, ce côté pas vraiment propriétaire, en Ile-de-France, quand on est sur les décalages de prix tels qu'on les évoquait, Patrick nous disait, 4 000 €. Nous, on a des fourchettes de prix qui nous permettent de proposer certains logements aux alentours à 3 000 €, 3 300 € en vente. Et quand à côté de ça, les offres dans le libre, elles sont à 6 000, 7 000, 8 000 €. La question de est-ce que je suis vraiment propriétaire quand il y a la possibilité de vivre dans un logement de qualité en cœur d'agglomération avec cette possibilité de capitaliser quand même le coût de ce qu'on paye chaque mois, elle se pose quand même assez différemment, je pense. Hein. Il y a quand même une question d'usage immédiat qui vient contrebalancer de manière assez forte ce rapport à la propriété. Le BRS, c'est vraiment un changement de pied assez fort. Je suis désolée, ça fait des larcènes terribles. Il y a un changement de pied assez fort sur le rapport à la propriété, à la spéculation, c'est quand même ça. Je pense que le fond du sujet, c'est est-ce que je peux ou pas envisager de faire une très grosse plus-value à la revente. Le postulat du BRS, c'est que les ménages franciliens vont, et pas que franciliens d'ailleurs, puisqu'il y a du BRS partout en France, mais vont privilégier une valeur d'usage et une valeur de la potentialité de sa revente.
Mais c'est un bien qui trouve aujourd'hui preneur. Nous, on a commercialisé de l'ordre de 200, un peu plus de 200 logements en Ile-de-France en BRS, et on n'a pas de problème de vente du tout. Ouais. On a encore quelques fébrilités des banques sur les prêts, mais c'est des sujets qu'on traite, nous, à la COP Foncière, avec des partenariats avec aujourd'hui la Caisse d'épargne et demain d'autres banques, et qui permettent à nos preneurs d'aller chercher des emprunts de manière plus simple. Oui, parce que pour... Bail réel solidaire. Bail réel solidaire, désolé. Et les banques sont quand même, on en parlait en préparant la conférence, les banques sur ces... Vous disiez que sur la location-accession, il avait fallu un petit moment, mais qu'aujourd'hui, ça pose plus de problème. Sur le BRS, il faut encore un peu travailler. Oui, on va quand même les excuser. C'est vrai que c'est un peu un ovni juridique, et je pense que Vincent et Cécile connaissent. On a encore des discussions avec les notaires sur des mises au point de contrat, sur même un peu la philosophie de ce qu'est la vente du BRS. Est-ce que c'est une vente? Est-ce que c'est une cession de droit réel? Enfin, tout n'est pas encore complètement calé. Donc je peux comprendre aussi que les banques, à partir du moment où les documents juridiques ne sont pas d'une pureté absolue, il y a encore quelques états d'âme. C'est vrai qu'ils font très attention à leur sécurisation juridique. Maintenant, bon, ils sont aussi banquiers, ils sont aussi commerçants, ils profitent un petit peu quand même, il faut bien l'avouer, de cette nouveauté pour pratiquer des taux qui sont peut-être encore un peu élevés par rapport à ce qu'ils pourraient pratiquer. Mais on a perdu effectivement un petit peu de temps au démarrage sur le financement de nos premiers acquéreurs. Mais l'exemple de la location-accession montre que ça va finir par s'arranger. Oui, non, puis c'est un produit de toute façon, enfin, je pense que vous l'avez vu dans la presse, on en parle beaucoup, c'est un vrai succès commercial, c'est une vraie opportunité, Cécile l'a dit, pour des jeunes de pouvoir se loger uniquement par ce biais-là, parce que là, pour le coup, je parlais d'un marché neuf à 8 000. Un jeune qui démarre, il ne peut pas acheter un appartement à ce prix-là, c'est impossible, et même en ancien, il ne peut pas non plus. Donc soit il est locataire, soit il fait le pari du BRS, et bon, on l'a dit, les évolutions, les mentalités changent. Aujourd'hui, on loue sa voiture, on loue même sa télé, on peut tout à fait louer un terrain, surtout quand c'est la seule solution, une fois de plus, de devenir propriétaire. Et Vincent, pour les questions de copropriété, parce qu'il y a aussi l'après, est-ce que vous avez proposé une assistance à des... Enfin, moi, je vois, j'étais locataire, quand je suis devenu copropriétaire, j'ai découvert un monde assez surprenant. Alors, les opérateurs HLM ont le souci d'accompagner leurs clients non seulement dans l'acte d'achat, dans le financement, mais aussi dans la vie d'après. Et on parlait de la sécurisation, la garantie de rachat, la garantie de relogement, ce sont des éléments forts d'engagement. Mais on essaie aussi d'être présent dans la valorisation du patrimoine et dans son bon entretien. Donc c'est pour ça que les opérateurs HLM, lorsqu'ils construisent une opération en PSLA, en BRS ou en VFA plus classique, vont toujours choisir avec soin le syndic qui va être chargé de la gestion de la copropriété si la coopérative ne peut pas assurer elle-même le syndic, ce qui est le cas dans certains cas, moins en Ile-de-France, plus dans le reste de la France. Mais donc il y a ce souci d'associer le bon syndic et de le faire, d'en faire un partenaire des copropriétaires et qu'ils prennent en compte aussi la qualité des copropriétaires et qu'ils soient dans un tel esprit d'accompagnement et de service pour assurer une bonne gestion dans le temps du patrimoine que les copropriétaires auront contribué à acheter ensemble. Donc l'idée en fait c'est que des gens ne sont jamais seuls avant, pendant et après le projet. Alors c'est bien le principe, tout à fait. C'est qu'ils sont vraiment accompagnés de A à Z pour réussir leur parcours d'accession.